Bonjour à tous, bienvenue pour cette première de notre événement, donc le Feu au lac, qui s'inscrit donc dans le Festivété Anguénois et qui s'inscrit aussi dans le parcours hors les murs du Festival Atmosphère. Donc le Festival Atmosphère qui se déroulera du 9 au 14 octobre 2018 à Courbevoie-la-Défense. Donc pourquoi le Feu au lac? Eh bien parce que nous devons donner la parole à des gens qui sont inspirants, des personnages qui nous inspirent et qui nous donnent envie de nous mobiliser. En l'occurrence aujourd'hui donc Arnaud Daguin, merci d'être présent avec nous. Bonjour. Donc on vous a invité parce que vous êtes cuisinier étoilé et surtout militant, agitateur, donc en ce qui concerne la production et la consommation alimentaire intelligente. Et vous êtes donc originaire de Auch dans le Gers et vous êtes à l'origine du GAG, restaurant parisien situé métro Étienne Marcel, où donc vous proposez un menu gras, alcool, gluten. Donc c'est à découvrir. Voilà, donc on va commencer tout de suite par une première question. Donc Pierre Rabhi a dit que la qualité de la nourriture était tellement mauvaise qu'il fallait plus dire bon appétit, mais bonne chance. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, un petit mot peut-être sur Pierre Rabhi, qui est un monsieur qui est là pour nous faire penser. C'est d'abord un philosophe et quelqu'un qui porte une vision du monde et du futur, qui lui appartient et qu'on peut partager tout ou partie. Je pense que le plus important de ce qu'il dit, c'est d'abord que nous devons changer peut-être nous-mêmes notre façon d'aborder notre rapport au monde pour pouvoir essayer de la mener vers des choses un peu plus soutenables. Donc ça, c'est plutôt bien. Le fait de faire le constat aujourd'hui sur l'alimentaire en disant qu'effectivement, il vaut mieux dire bonne chance que bon appétit dans la plupart des cas, et malheureusement, c'est avéré. On est dans une production alimentaire aujourd'hui qui ne nous garantit pas du tout ni la qualité intrinsèque des produits au regard de notre santé, ni la qualité de leur production au regard de l'environnement et du climat, ni même que l'économie qui en découle soit suffisamment éthique et juste pour que les gens qui en vivent puissent en vivre honorablement. Et donc je pense que là-dessus, il n'a pas complètement tort, il a même assez raison. Maintenant, les vraies questions aujourd'hui, ce n'est plus sur le constat qu'il faut se les poser, mais sur comment on sort de là. Quelle est la sortie par le haut, voilà. Mais alors du coup, nous sommes de simples consommateurs. Est-ce que ça coûte plus cher de bien manger ? Alors, évidemment, si on veut se tenir à la nature de notre régime alimentaire global d'aujourd'hui, évidemment, ça coûte plus cher de bien manger, mais peut-être qu'avant de penser comme ça, on pourrait interroger la façon dont nous mangeons. Par exemple, on pourrait interroger la proportion de protéines animales que nous consommons aujourd'hui globalement par rapport à ce que faisaient nos anciens ou nos ancêtres depuis le début d'Homo sapiens, qui est quand même notre espèce. Et c'est vrai qu'on n'a jamais mangé autant d'animaux qu'aujourd'hui. C'est ça, entre autres, qui rend les choses très chères, parce que produire de l'animal, c'est-à-dire produire du vivant sous forme d'animal, ça coûte très cher. Ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en conséquences. Et en manger autant, ça nous coûte très cher en santé aussi, puisqu'on est obligé de se soigner tellement on en mange trop. Sauf qu'on a perdu un petit peu cette notion des proportions. Alors on peut comprendre pourquoi. C'est une mécanique qui s'est mise en place très largement après la Deuxième Guerre mondiale, où il fallait nourrir l'Europe et le monde aussi, mais surtout en Europe on avait faim parce que pendant quelques années on n'avait pas eu assez. Et ça a été le très bon prétexte pour fabriquer une machine à surproduire. Cette machine à surproduire à partir des années 55, 56, elle était déjà en surproduction, vraiment. C'est-à-dire qu'on a dû fabriquer des énormes congélateurs pour stocker toute la viande, tout le beurre en trop. Et donc, en face de cette énorme machine à surproduire, notamment des animaux, il a fallu mettre en place une machine à surconsommer.
Et cette machine à surconsommer, c'est nous. Nous, les consommateurs. Parce qu'à un moment donné, on nous a dit, allez-y, le jambon blanc, le steak, le poulet, tout ça, c'est pas cher, 3 fois par jour, pas de problème. Mais ça ne correspond pas du tout à nos besoins, en fait. Hein. Nous, Homo sapiens sapiens, on a 32 dents dans la bouche, et sur ces 32 dents, il y en a 4 seulement qui servent à déchiqueter la viande, c'est les canines. Donc c'est 1/8 de nos dents sert à manger de la viande. Est-ce que vous mangez 1/8 de protéines animales dans votre assiette ? Je ne pense pas. Voilà. Donc il faut quand même penser à ça, parce que manger cher, non. En fait, produire sainement, c'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout, à condition que ce qu'on mange soit vraiment dans le registre de ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, la planète Terre produit de quoi nourrir 12 milliards de végétariens. On est à peine 7 milliards, même pas. Donc on peut se sauver, quoi. Ah non, mais on peut se sauver dès demain. Le tout, c'est de ne pas continuer à merder comme on le fait. On peut tout à fait comprendre que si la production de notre système alimentaire, donc, non, notre système agricole global, je ne parle pas de la France, là, je parle vraiment du monde entier, si ce système alimentaire était orienté vers nos besoins essentiels, on ne se poserait même pas ce genre de problème. Mais si on veut aller au KFC 2 fois par jour, alors on a un vrai problème. Mais du coup, donc vous parlez de KFC, c'est très bien, ça me fait une transition. Est-ce que l'acte même de manger a perdu son sens de nos jours ? On est très déconnecté de notre alimentation parce que culturellement, ça fait déjà 2 générations qu'on pense vraiment à autre chose. On a pris pour acquis que de toute façon, la bouffe, elle était en libre service et pas chère un peu partout, et que donc on pouvait bouffer absolument n'importe quoi, n'importe quand, pour n'importe quel prix, sans se soucier de la façon dont c'était produit, et même des gens qui vivaient ou pas sur ce système de production. Donc on est totalement déconnecté culturellement de ce que c'est que la bouffe. Aujourd'hui, si on devait faire manger à nos enfants seulement les animaux qu'ils voient mourir, ils seraient tous végétariens quasiment. Parce qu'on n'assume plus du tout ce rapport à la mort. Pour faire manger toute la viande qu'on produit à nos concitoyens, on est obligé de la transformer, de la déguiser. On est obligé à une espèce d'oxymore incroyable qui est désincarner la viande. Il faut en faire des nuggets, des boulettes, des steaks hachés, des lasagnes, des trucs qui ne ressemblent pas du tout à l'animal. On est mais complètement déconnecté de la vie et de la mort. Mais ça vaut aussi pour notre civilisation. Je suis sûr que, surtout tous les gens qui sont ici, il y en a très peu qui ont procédé à la toilette d'un parent décédé, par exemple. On ne voit plus la mort en face. Quels sont les enfants présents ici qui ont embrassé le front froid de leur aïeul décédé ? Aucun. La mort, on la délocalise. Et en délocalisant la mort, on délocalise aussi la vie, puisque les deux sont complètement intriqués. Le fait de manger un poulet, ça prendrait une connotation culturelle profonde si on était soit obligé, soit témoin du sacrifice du poulet. On ne supporte plus aujourd'hui de voir les images, et on a raison, hein, de tous ces poussins broyés, de tous ces poulets élevés en batterie, de toutes ces poules pondeuses en cage qui n'ont plus une plume ni de bec, de tous ces cochons qui sont aux dents limées et aux testicules ôtés pour qu'on puisse manger du jambon blanc tous les jours. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est que d'interagir avec le vivant. En fait, nous, Homo sapiens sapiens, en Occident, en Nord-Occident notamment, on a complètement perdu le sens de notre place dans le vivant.
Et il y a un signe très fort de ça aujourd'hui, qu'on peut constater tous les jours, c'est l'émergence de groupes de gens qui refusent complètement l'utilisation de l'animal à des fins alimentaires ou même vestimentaires, donc des gens qui sont antispécistes aujourd'hui et qui se posent et en réaction à tous les excès qu'on a pu et qu'on continue à pratiquer par rapport au monde du vivant, qui s'opposent à ces mauvais traitements qu'on fait aux animaux et qui du coup refusent complètement ce rapport-là et ne savent plus se positionner dans une chaîne de vivant. Or, le vivant, c'est quand même, malgré tout, grandir, mourir, pourrir, nourrir. Vous parlez de mauvais traitements. Oui. Les sols aussi en sont victimes. Ah ben c'est les premières victimes. Hein. Les premières victimes des mauvais traitements aux animaux, c'est les vers de terre. Hein. Chaque fois que vous passez la charrue dans un champ, vous faites un holocauste de vers de terre. Le problème, c'est que le ver de terre, c'est lui qui nous assure justement la survie, normalement. Et donc on passe notre temps à les dézinguer, et ça c'est terrible. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on nous a persuadé depuis à peine 100 ans que c'était comme ça qu'il fallait cultiver. Nos anciens, quand ils labouraient un sol, ils labouraient sur 10 cm. Et donc le complexe argilo-humique qui était dessous et toute la rhizosphère des champignons et des auxiliaires de culture, et y compris les vers de terre, on leur foutait à peu près la paix. À partir du début du XXe siècle, on a commencé à labourer très profond, à retourner la terre sur presque 30 ou 40 cm pour pouvoir y enfouir d'abord des matières organiques et puis ensuite des matières de plus en plus chimiques. Et c'est en faisant ça qu'on a eu de très bons résultats au début parce que nos sols étaient très vivants. Mais là, on est au bout du cycle et on est en train de s'apercevoir que nos sols sont morts. En France, on a 95% de sols agricoles morts. Il faut que vous sachiez ça. Tout ce qu'on cultive aujourd'hui, on le cultive sur des sols morts avec de la béquille chimique ou organique. Et c'est là que commence le premier problème. Quand je dis chimique ou organique, ça veut dire que même en agriculture biologique, on a aussi ces comportements qui sont des comportements complètement létaux. C'est-à-dire on est en train de tuer les sols, même de façon biologique. Alors vous dites le glyphosate, qui est un sujet de société, c'est ringard. Alors non, ce que je dis, c'est pas le glyphosate lui-même, c'est lui faire beaucoup d'honneur, c'est la chimie, c'est ringard. C'est aujourd'hui, si l'homme, Homo sapiens, veut se sortir par le haut de son problème alimentaire, il faut qu'il sorte de la dépendance à la béquille chimique, quelle qu'elle soit, glyphosate inclus, mais les autres aussi. Et pour sortir de ça, il faut une grande compréhension de la mécanique du vivant. Or, depuis Niels Bohr, qui était notre physicien majeur du début du XXe siècle, nous pensons que le cycle des nitrates, des nitrites donc plutôt, est la façon de voir la fertilité. Or c'est faux. On sait aujourd'hui que c'est une sortie de secours pour la plante, les nitrites, et en fait c'est le cycle de l'azote qui est le plus important. Et l'azote, c'est d'abord la capacité des plantes à fixer du carbone. Donc on sait aujourd'hui que notre avenir est intimement lié au taux de matière organique contenu dans nos sols. Personne n'est au courant de ça aujourd'hui. Et le problème, c'est que ces taux de matière organique sont en train de chuter à toute vitesse sur 95% de nos sols agricoles. Et du coup, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même de ces produits qui apparemment sont nocifs? Et surtout, on nous agite le chiffon rouge du dicamba, qui viendrait après le glyphosate. Alors justement, tiens, parlons plutôt du chiffon rouge, puisqu'on est dans une conversation comme celle-là. Est-ce que, quelque part, tous ces chiffons rouges qu'on nous agite sous le nez à des moments donnés ne sont pas là aussi pour nous faire oublier le fond du problème? Effectivement, chacun de ces chiffons rouges représente une partie du problème, une partie qui peut être un détail parfois, un produit chimique, un traitement animal, une rémunération du paysan. Tout ça, ce sont des vrais bouts de problème.
Mais à force de les agiter sous nos yeux comme ça et de nous faire réagir sur seulement ces petits bouts de problème, on en oublie le principal. Et le principal, c'est la capacité de nos sols à nous nourrir à terme sans aucune chimie. C'est ça qu'il faut regarder. C'est comment on arrive à ça. Or ça, ça se construit. Aujourd'hui, on est obligé de projeter sur des 5, 10, 15 ans pour récupérer les taux de matière organique nécessaires au redémarrage d'une auto-fertilité des sols. Donc, les chiffons rouges, effectivement, c'est des vrais sujets, mais ce sont des bouts de sujets, et j'ai peur que la plupart du temps, ils nous fassent oublier le fond du sujet. Le fond, c'est le carbone. Le fond, c'est le carbone. C'est la capacité du végétal à fixer le CO2 de l'atmosphère dans du carbone. Vous voyez ces arbres qui sont devant nous, cette table-là, ce bout de bois ici, qui est un bois reconstitué un petit peu en millefeuille comme ça, eh bien en fait, si vous prenez la partie ligneuse de ce bois-là, elle est composée à 98,9% d'air. C'est-à-dire qu'il y a un arbre à un moment donné qui a pris l'air de l'atmosphère et qui en a fait ça. Avec juste l'énergie du soleil. D'accord ? Et ce puits de carbone, c'est cette façon de fixer le carbone dans les sols et de le remettre dans les sols, que ça soit sous forme ligneuse ou sous forme des feuilles qui vont retomber au sol ou des plantes qui sont là et qui vont ramener ça au sol, ça a deux effets très importants. Le premier effet, c'est d'enrichir le sol en taux de matière carbonée. Et le deuxième, c'est d'enlever le plus possible de CO2 de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, nous devrions tous être tendus sur le sujet de mettre du végétal partout, même si on ne le mange pas, ne serait-ce que pour enlever un peu du CO2 de l'atmosphère qui, comme vous le savez, donne cet effet de serre qui provoque le réchauffement global et les aléas climatiques violents, comme on a pu voir hier après-midi sur Paris ou ailleurs, qui sont de plus en plus violents parce que tout s'accélère, si vous voulez, au niveau des phénomènes météo, en raison de cette trop grande présence de CO2 dans l'atmosphère. Vous savez que peut-être, vous savez qu'avant la période industrielle, notre atmosphère sur Terre contenait 280 parties par million de CO2. Et aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'on va passer le cap des 500. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une partie par million de l'atmosphère ? Là, il faut que vous ouvriez bien vos oreilles et votre conscience, parce que ça fait des gros chiffres, mais 1 ppm, c'est-à-dire une partie par million de l'atmosphère en CO2, c'est 7 milliards 800 millions de tonnes de CO2. D'accord ? Donc si on arrive à 550, comme le prévoit le GIEC, ça voudrait dire qu'on aurait, par rapport à l'époque anté-industrielle, dans notre atmosphère, 270 ppm de CO2 en trop. 270 fois 7 milliards 800 millions de tonnes de CO2 en trop. Si on prenait seulement le carbone de tout ce gaz carbonique-là, ça donnerait 270 cubes de 1 km d'arête de graphite pur. On a ça au-dessus de la tête à remettre dans le sol. La seule machine qu'on ait au niveau planétaire pour remettre tout ce carbone dans le sol, vous l'avez devant vous, ça s'appelle le végétal. Ça marche très bien depuis la nuit des temps. Ce sont des plantes qui, grâce à la photosynthèse, captent le CO2 de l'atmosphère et le transforment en carbone. D'accord ? Donc ce que nous avons à faire aujourd'hui, si nous voulons nous sortir du merdier climatique, c'est de arrêter de déforester partout et de mettre du végétal le plus possible partout. Alors, merci pour ces précisions hyper angoissantes mais hyper intéressantes. J'y suis pas pour plus que tout le monde. On va parler d'un sujet un peu plus rassurant, le CETA. Alors, on a vu que l'Italie et la Wallonie sont contre. En tout cas, elles ont ces positions-là actuellement. Est-ce que vous pensez que c'est tenable ?
Ouais, ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous avons tous besoin, alors on va prendre juste un poil d'altitude par rapport à la question, mais vous allez voir que c'est important, enfin j'espère en tout cas vous le montrer. Ce dont nous avons tous besoin, nous, Homo sapiens, donc habitants de la planète Terre, c'est pas de sauver la planète, parce qu'elle n'a pas besoin de nous pour ça. On est une période très courte, nous, Homo sapiens, de la vie de la planète, qui a 4 milliards d'années. Vous imaginez bien que nos 250 000 ans d'existence, c'est que dalle par rapport à ça. Donc ce dont nous avons besoin, c'est d'établir ensemble, et quand je dis ensemble, c'est vraiment globalement et sur toute la planète, un tronc commun massivement collaboratif et open source de connaissances sur ce qu'est la fertilité et ce qu'est la production alimentaire, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et c'est ça dont nous avons besoin. Le CETA et tout le reste, c'est vraiment, encore une fois, ça peut être aussi assimilé à des chiffons rouges, même si ponctuellement et au présent c'est très important, si on projette notre existence sur la Terre, c'est pas là que ça se passe en fait. Je suis d'accord, mais ça m'a l'air quand même d'être des échéances qui sont quand même problématiques, parce que déjà qu'on est dans une situation peut-être un petit peu alarmiste, si on accepte ce genre, bon, moi je me fais pas partie, mais si on accepte ce genre de deal, est-ce que vraiment, comme le déclare Madame Vestager, commissaire européenne à la concurrence, est-ce que le Canada partage vraiment les mêmes valeurs que nous? Alors en partie, hein, puisque je connais beaucoup de gens qui sont actifs au Canada sur l'agricole, il y a énormément de gens qui ont commencé à comprendre ce dont je suis en train de vous parler, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout. Et comme partout, le monde se sépare en deux souvent. Il y a ceux qui ont compris que c'est le long terme qui primait et que donc il fallait absolument agir sur le long terme. Et il y a ceux qui continuent à penser que c'est demain qui est important, enfin ce soir ou demain, et qui donc vont essayer d'impulser les choses pour que ça paraisse mieux dans l'immédiat. Et quelle moitié on va avoir du coup? C'est celle qu'on choisira nous. Ah, j'espère. Grande distribution, industrie, est-ce que ce sont des modèles irréversiblement dépositaires de notre alimentation? Pas forcément, non, je ne crois pas. Ceci dit, ils le sont aujourd'hui, c'est-à-dire que la grande majorité de nos produits alimentaires aujourd'hui passent par ces canaux-là. Le problème de l'industrie, par exemple, dans l'industrie alimentaire, c'est pas tellement l'industrie en elle-même, mais ce que j'ai pu réaliser au cours de ma vie et de la façon dont je me suis intéressé à ces problèmes-là, c'est que l'industrie devient absolument négative à partir du moment où elle influe sur l'amont, c'est-à-dire ce qui se passe avant elle. Si l'industrie était au service des valeurs de produits qui en contiendraient, et pour les conserver jusqu'à notre assiette ou jusqu'à notre verre, eh ben, ça serait parfait. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. L'industrie, le système industriel impulse et impacte lourdement tout ce qui se passe avant pour que ça corresponde à ses propres besoins. Et donc en fait, ce n'est pas tellement l'industrie en tant que telle qui est à questionner, mais l'usage qu'on en fait. Si l'industrie dont on parle là, son but, c'est d'améliorer en permanence le haut du bilan et donc l'accumulation de profits, et ce au détriment de tout ce qui s'est passé avant, alors on a un problème. Si l'industrie est là pour transformer massivement des produits qui ont de la valeur en produits transformés qui ont aussi de la valeur, alors on n'a pas de problème. Mais on est loin de là encore. Mais est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est compatible avec la sauvegarde des terroirs, par exemple? Là-dessus, il ne faut pas avoir un œil macro tout de suite. Il faut comprendre ce que c'est qu'un terroir déjà. C'est compliqué à définir un terroir, puisque c'est en fait l'achèvement culturel d'un lieu donné, quelle que soit la surface qu'on décide, dans sa capacité à nous transmettre et à nous fournir des choses qui viennent des racines de ce lieu-là. D'accord? Et de façon. Et c'est très intriqué entre tout ce qui est de l'ordre de la nature et du vivant et tout ce qui est de l'ordre du culturel et du savant, on va dire. Et c'est ça qui rend les choses compliquées parce que
on n'a pas été mauvais pendant tous ces siècles-là. On a compris empiriquement tout ce qu'on pouvait tirer du vivant et la façon dont on pouvait le canaliser pour s'en servir à notre avantage. Le problème, encore une fois, c'est qu'il y a eu un virage pendant le XXe siècle notamment, où cette dynamique-là, elle s'est plus orientée vers l'accumulation de biens et de profits que vers le fait de transmettre les valeurs. C'est pour ça que, en fait, mon activité première, c'est, de faire reconnaître les valeurs dont on a besoin dans nos produits alimentaires, et ces valeurs sont de 3 ordres. Elles sont, premièrement, et je pense que c'est le plus important sans doute, d'un ordre écologique et climatique, c'est-à-dire que les conditions de production de ces produits doivent absolument nous préserver en tant qu'espèce sur la planète. La deuxième chose, c'est que la deuxième famille de valeurs, c'est les valeurs intrinsèques de ces produits. Il faut absolument qu'elles soient bonnes pour notre santé et non pas toxiques ni insuffisantes. Et la troisième famille de valeurs, c'est la valeur humaine, économique et culturelle. Il faut absolument qu'il y ait dans ces produits des valeurs culturelles qui remontent de très loin et économiques qui permettent à leurs acteurs de vivre correctement et de se projeter dans ces activités de production alimentaire. Et vous-même, du coup, êtes un très bon prophète pour ces valeurs, vu que vous êtes quand même issu d'un terroir riche. Tout au long de ma vie, j'ai vu se dégrader petit à petit toutes les façons de produire de l'alimentaire, que ce soit sur les animaux, sur les végétaux, sur les produits transformés. Et toute cette dégradation avait chaque fois la même cause, c'était le profit maximum, c'était le haut du bilan. Et je m'aperçois aujourd'hui que, de fait, il y a peut-être un antagonisme entre les aspirations d'une finance internationale et nos aspirations de durer sur cette planète. De fait, il est quasiment certain qu'aujourd'hui, il faut changer, et il faut qu'on le fasse tous, les paradigmes de notre évaluation de l'alimentaire, non plus vers le profit maximum, mais vers les valeurs maximum. Est-ce que vous-même, dans votre terroir, qui est la Gascogne, on peut le dire, c'est le Gers, vous avez vu ces dégringolades? On le voit tous les jours, bien sûr. Et la première chose qui est spectaculaire, c'est la dégradation des sols agricoles. On voit bien que notre système qui a été initié par les tenants de l'INRA et les industriels du monde agricole n'a fait depuis 70 ans que dégrader les sols de plus en plus. Toutes les pratiques qui ont lieu aujourd'hui sur 95% de nos sols tendent à dégrader les sols. Vous n'avez plus, cet été par exemple en France, je vous mets au défi, en dehors des torrents de montagne, de me trouver une rivière qui ne soit pas couleur café au lait. Pourquoi ces rivières sont couleur café au lait? C'est parce qu'elles contiennent tous les limons et toute la matière organique qui restait, qui était dans les sols en pente et qui est ravinée complètement et lessivée par les abats d'eau colossaux que nous sommes en train de subir et qui ravinent vers les rivières puis vers la mer. Nous ne sommes pas capables de tenir nos sols aujourd'hui parce que le remembrement, parce que l'absence d'arbres, parce que le travail du sol permanent, aucune structuration des sols, un taux de matière organique trop faible, pas de vie, pas de vers de terre, pas de colomboles, enfin, pas de structure des sols vivants, et du coup, on voit arriver sur le haut des collines, dans le Gers, dans mon Gers natal, maintenant, sur ces sols-là, on voit apparaître la roche-mère, c'est-à-dire, on voit apparaître le caillou, sur lequel il y a, depuis 15 000 ou 20 000 ans, un sol s'était formé. Il n'y a plus de sol. On est sur vraiment le minéral. Quand vous vous baladez, mais ça c'est une dynamique qui est très ancienne, L'agriculture accélère l'érosion naturelle.
quand vous allez vers Montpellier ou dans le Péloponnèse ou dans certains endroits du bassin méditerranéen, vous avez le rocher qui affleure, là, vous avez très peu de sol ou pas du tout, et vous vous dites, tiens, c'est normal, c'est la Méditerranée, c'est aride, il y a des rochers, tout ça. Mais non, c'est pas vrai. C'est le résultat de 3000 ans d'agriculture. C'est ça qui se passe là. C'est l'accélération phénoménale de l'érosion naturelle par nos techniques agricoles. Donc nous sommes obligés aujourd'hui de penser en termes de préservation des sols, vraiment. Mais avec une accélération quand même hyper sensible sur les 150 dernières années. Ah ben clairement, c'est sûr que plus on travaille le sol profondément et souvent, et plus on accélère cette dynamique-là, c'est sûr. Mais vous savez, la plupart des déserts aujourd'hui qu'on connaît ont été provoqués par l'homme, hein. C'est, je ne sais plus, peut-être La Rochefoucauld qui disait les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. C'est un peu ça, quoi. Il faut qu'on commence à penser à ça maintenant. Enfin, il serait temps qu'on commence à y penser un peu. On va dévoiler votre secret, hein, même si, bah oui, on va le dire. Donc vous êtes à l'origine d'une échelle, hein, l'échelle de Richter, hein, qui n'est pas celle des terres volcaniques et des tremblements, mais celle de Richter, en 2 mots. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors ça, c'est parti d'une utopie, en fait. Voilà. Il y a une quinzaine d'années, avec quelques amis, on a commencé à penser en termes d'utopie. On a imaginé un monde qu'on a appelé le monde des riches terres, au pluriel, donc des terres riches, quoi. C'est poétique en plus. Et ce monde-là, donc, en gros, c'est un monde agricole où, virtuellement, on a mis les curseurs au taquet du haut sur toutes les valeurs. Et pour savoir si on se dirigeait vers ce monde-là ou si on était en train de partir à côté, on a imaginé un outil virtuel, là aussi, qui s'appelait l'échelle de Richter. Et l'échelle de Richter, c'est juste un moyen de mesurer sur un produit agricole, sur un produit alimentaire, les 3 familles de valeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Celles qui relèvent du climat et donc de l'environnement, celles qui relèvent de la santé, de la nutrition, et celles qui relèvent de l'économie et de la culture dans les territoires. C'est ça l'échelle de Richter. C'est quelque chose encore une fois, de virtuel, hein, qui nous sert à travailler concrètement sur beaucoup de choses. Et moi, c'est ma boussole, si vous voulez. C'est quelque chose qui culturellement me tient parce que, de fait, aucun des problèmes qu'on rencontre dans l'agricole aujourd'hui n'échappe à la vision de cette échelle. Et du coup, est-ce que cette échelle pourrait être une échelle justement internationale ? Elle le doit. Un jour ou l'autre, il faudra qu'on y arrive. C'est ce que je dis quand j'espère que nous sommes, que nous serons ou que nous sommes capables aujourd'hui de créer globalement un tronc commun massivement collaboratif. Alors, il y a un exemple, par exemple, dans le numérique, il y en a même 2 qui sont assez impressionnants sur le sujet. Vous avez Wikipédia d'un côté et le système l'operating system qui s'appelle Linux de l'autre. C'est 2 choses complètement open source et complètement collaboratives. Quand vous envoyez un email aujourd'hui avec votre téléphone ou votre ordinateur, il y a 97 chances sur 100 qui passent sur un serveur qui est opéré par Linux. C'est juste pas possible matériellement que quelqu'un ou qu'une boîte ait un tel monopole sur nos emails. Donc pourquoi c'est possible que 97% des serveurs tournent sous Linux? C'est parce que Linux appartient à tout le monde et n'appartient à personne. Et il est en permanence modéré, amélioré, amendé par ses propres utilisateurs dans le but d'être le plus efficace possible pour tout le monde. Et à partir de là, chacun fait son économie comme il veut sur ce tronc-là. Nous avons besoin de ça aujourd'hui en agricole. C'est ça qu'il faut commencer à créer. C'est l'essentiel de mon boulot. Il faut que planétairement, on ait une idée des azimuts sur lesquels nous voulons nous orienter et qu'en même temps, on se dote des moyens de mesurer en temps réel et en routine si on va vers ces azimuts ou si on s'en écarte. C'est ça nos 2 missions et elles sont planétaires.
personne n'y échappe. Vers où nous voulons aller et est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas en routine. Voilà l'histoire. Le vers où nous voulons aller, on commence à le dessiner un petit peu. Et on commence à le dessiner grâce à ces 3 familles de valeurs, justement. Parce qu'on commence à comprendre qu'il n'y a pas plus important que l'agricole aujourd'hui face à nos problèmes majeurs. Si vous prenez le problème du réchauffement climatique, vous n'avez aucun autre sujet que l'agricole qui soit autant impacté et impactant sur ce sujet-là. L'agricole, mondialement, c'est à la fois la première victime du réchauffement climatique, c'est aussi une des premières causes du réchauffement climatique, et c'est en plus la seule solution qu'on ait pour en sortir. Trouvez-moi un autre sujet qui soit aussi impactant sur ce sujet-là. Mais du coup, votre échelle de Richter serait mise à disposition de qui veut. C'est obligatoire. Enfin, on ne peut pas se permettre de traiter ce sujet-là de façon privative. Il n'y a aucune boîte. Vous savez que Microsoft a failli crever parce que Steve Ballmer ne voulait pas entendre parler d'open source et d'économie collaborative. Il a fallu le virer pour que Microsoft continue à vivre. Parce que sinon, il l'a mené au mur comme IBM en son temps, quoi. Mais vous donniez l'exemple de Wikipédia, par exemple. Wikipédia qui est donc ouvert à tous. On peut tous modifier un article dessus. Mais on peut tous aussi mentir. Oui, mais on peut tous aussi dénoncer le mensonge. Mais est-ce que tout le monde le fait? J'espère bien. Enfin, si on est responsable, on le fait. Enfin, moi, si un jour je vois arriver une page Wikipédia, par exemple, sur moi et qui dit des conneries, je ne vais pas me priver. Mais même si c'est sur mon cousin ou mon père ou un ami, je ne vais pas me priver non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de modérer et d'amender et d'améliorer le contenu, ça doit être, il me semble, pour l'homo sapiens de base, presque un devoir, quoi. Un devoir citoyen, j'entends. C'est aujourd'hui le fait de se mêler de ce qui se passe en agricole et en alimentaire, c'est un devoir citoyen. Alors, au tout début de la conversation, je vous ai recommandé le GAG, donc qui est votre resto. C'est pas un resto, c'est une petite boutique qui se veut en fait la vitrine de l'agriculture qu'on souhaite. Et donc, ne sont proposés dans cette boutique que des produits qui sont issus d'un système de production que nous jugeons tenable, quoi, et souhaitable. Alors le fait d'avoir fait GAG, c'est-à-dire gras, alcool et gluten, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est quand même 3 sujets sur lesquels on est complètement perdu. Pendant les années 60, on a tout confondu, dans les gras notamment, et sous prétexte que quelques gras, et notamment industriels, étaient totalement nuisible à notre santé globalement, on a jeté le bébé avec l'eau du bain et on a foutu à la poubelle toute la famille des gras sous prétexte que certains n'étaient pas bons pour nous. Notre cerveau, c'est du sucre et du gras. Aujourd'hui, on bouffe trop de sucre et trop de gras. Donc on peut comprendre qu'à un moment donné, les gens se sont dit, bon, il faut arrêter de bouffer du gras. Mais c'est pas vrai. En fait, il faut manger du bon gras et éviter le mauvais. Et pour l'alcool, c'est pareil. On peut dire qu'effectivement, l'alcool, c'est pas bon, parce que l'usage qu'on en fait est peut-être pas idéal, mais en fait, le produit en soi, il est culturellement acté par nous, humains, depuis très très longtemps, et c'est plutôt comment on s'en sert et comment on le consomme qui est important que la nature même du truc. Et pour les gluten, c'est encore pire. Pendant des siècles et des siècles, on a bouffé des gluten et personne n'était intolérant au gluten. En 1902, à Paris, on mange sous des formes très diverses 1,5 kg de pain par jour et par personne. Et personne n'est intolérant au gluten, à l'exception de ceux qui sont atteints de ce qu'on appelle la maladie cœliaque et qui a toujours concerné entre 0,8 et 0,9% des humains. D'accord ? Mais en dehors de cela, personne n'est intolérant au gluten. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart de nos concitoyens ne supportent plus de bouffer, de digérer les gluten qu'on leur donne. Qu'est-ce qui a changé ? C'est nous ou c'est les gluten ? Eh bien, c'est les gluten qui ont changé, c'est pas nous. Et si aujourd'hui, on faisait du pain comme on le faisait très bien à la fin du 19e siècle, par exemple, ou même
même déjà à la fin du 18e, c'est-à-dire avec des maturations très lentes sur des levains qui contiennent les lactoferments initiaux du blé, eh bien on s'aperçoit que ça ne provoque aucune réaction négative. Parce que, de fait, les chaînes gluténiques qu'on fabrique en faisant ces pains-là, elles sont déjà prédigérées, elles ne nous font aucun mal, au contraire, elles nous nourrissent. Donc ce qui nous emmerde aujourd'hui, c'est des gluten actuels, des pains actuels, qui sont des pains que l'on fait pour qu'ils poussent, qu'ils soient très légers, très aérés et très croûtés, mais dont on se fout complètement qu'ils aient maturé et qu'ils aient prédigéré ces chaînes gluténiques avant nous. C'est ça notre problème du gluten. Et il va continuer parce que tous les blés qu'on a créés de façon hybride, et notamment avec l'INRA là, depuis 100 ans, ils ont été sélectionnés et fabriqués pour justement contenir le plus de tension possible pour que même des machines puissent faire du pain. Alors que jusqu'à la fin du 18e, jusqu'au 19e, les machines ne savaient pas faire le pain. Il n'y avait pas de machine pour faire le pain. C'était des hommes qui faisaient le pain. Il y a mon vieux copain qui est décédé maintenant, Jean-Pierre Coff, il disait « Les emmerdements avec le pain ont commencé le jour où les boulangers ont voulu dormir avec leurs femmes. » C'est vrai que si vous voulez du pain à 7h du matin, le boulanger, il ne dort pas avec sa femme. Il a du boulot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le problème. Aujourd'hui, on fait des farines qui sont tellement costauds, avec des chaînes gluténiques tellement costauds, qu'on peut leur faire n'importe quoi. On peut commencer à les faire pousser avec des levures de bière et les arrêter, les congeler même s'il faut, les recommencer juste après, puis les cuire en suivant 4 jours plus tard. Ça se passe bien. Le pain, il aura toujours la gueule d'un pain. Malheureusement, c'est pas du pain. Alors vous, c'est vrai que vous avez un rapport particulier quand même aux produits, parce que vous les cuisinez d'une manière souvent, de manière à les valoriser dans ce qu'ils sont déjà à la base. Hein. Vous avez tendance même à cuisiner sans huile, sans matière grasse supplémentaire, sans sel. Alors déjà, prenons le cas du sel. Le gras, on va en parler après. Mais c'est vrai que la plupart des produits agricoles, qu'ils soient végétaux ou animaux, contiennent à la base tout un tas de sels minéraux très intéressants s'ils ont été produits comme il faut. Ces sels minéraux viennent d'un sol vivant qui lui-même en contient beaucoup, et ils sont issus de la dégradation de la roche-mère, donc par ce sol, par les plantes et par nos auxiliaires de culture. Et en fait, avant de rajouter du chlorure de sodium, par exemple, ou du sel, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas perdre ce qu'il y a dedans. Si vous prenez une carotte, que vous la coupez en morceaux, et que vous la faites tremper dans de l'eau, par exemple, dans de l'eau froide, hein, coupée en morceaux, en 10 minutes, elle va perdre 70% de ses sels minéraux qui vont être dissous par l'eau. Puis après, vous allez la cuire dans l'eau. Là, elle va perdre 70% de ce qui reste, d'accord ? Vous allez jeter l'eau, vous allez bouffer ça, c'est-à-dire que vous allez bouffer de la cellulose, très très peu de bêta-carotène, très très peu, hein, et pas du tout de sels minéraux parce que ça sera parti dans l'eau. Et c'est vrai qu'en cuisine, l'eau c'est l'ennemi majeur du végétal. La seule bonne raison de cuire des aliments dans l'eau, c'est de manger l'eau. Ça s'appelle une soupe d'ailleurs, et c'est très connu depuis très longtemps. Mais si vous ne faites pas ça, il n'y a aucune raison de cuire dans l'eau et de jeter l'eau. C'est idiot. C'est vraiment, il ne faut pas faire ça, quoi. Donc c'est ça que je veux dire, en fait, c'est que les valeurs qui sont dans ces produits-là, qui sont des valeurs alimentaires, elles se doivent d'être conservées. Hein, comme on fait de l'agriculture de conservation, on devrait faire aussi de la cuisine de conservation. Mais ça a été fait pendant des siècles. Pendant des siècles et des siècles, nos prédécesseurs, nos ancêtres et nos anciens ont conservé les valeurs nutritionnelles des produits. C'est pas vrai qu'ils les balançaient à la poubelle comme on fait aujourd'hui. Ça, c'est arrivé il y a à peine 100 ans, quoi. Et du coup, vous avez d'autres produits comme ça pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, peut-être le magret de canard qui est bien de chez vous ? Alors, le magret de canard, c'est un peu mon crève-cœur, parce que aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut dire magret de canard, parce que le magret, ça veut dire la partie maigre, d'accord ? Et donc, par définition, c'était la partie maigre d'un canard gras. Et un canard gras, c'est un canard qui a été gavé. Et donc un canard qui a été gavé, ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, pendant une quinzaine de jours ou un peu plus, on va lui donner à manger une quantité
dont on va décider nous et pas lui, et qui ressemble un peu à ce que faisaient ses ancêtres, aux canards et surtout aux oies, avant de partir en migration, où ils se gavaient tout seuls parce que, en volant à ces altitudes-là et pendant tout ce temps-là sans se poser, ils avaient besoin de se fabriquer une réserve alimentaire dans le foie et un tampon thermique sous la peau pour pouvoir migrer. Vous savez que les oies, ça vole à 5000 mètres et plus, quoi. Il fait très très froid là-haut, hein. Et donc, ces bestioles, avant de partir en migration, avaient la faculté de se nourrir plus que d'habitude pour devenir un peu plus costaud, pour faire face à ces grands voyages. Et l'homme ayant remarqué ça, il a remarqué qu'ils étaient bien meilleurs à bouffer quand ils étaient gras que quand ils étaient maigres au début du printemps. Et donc c'est devenu une activité en soi que de surnourrir ces bestioles-là, parce qu'on savait qu'elles étaient capables de métaboliser ce gras de cette façon-là. D'accord ? Et c'est là qu'on revient à notre problème de tout à l'heure. Quand l'industrie s'en mêle, tout fout le camp. Quand moi j'étais gamin, mon arrière-grand-tante, Hippolyte, elle gavait une vingtaine d'oies par an, qu'elle connaissait par cœur parce qu'elles étaient issues de couples de reproducteurs qu'elle connaissait bien. Et je peux vous dire qu'elle s'asseyait, elle avait 85 ans, elle s'asseyait sur son tabouret, elle les appelait une par une, elle venait toute seule. C'était pas une torture, hein. Quand vous voyez ce que fait une oie ou ce que fait un canard dans un ruisseau, par exemple, comment ils bouffent des écrevisses entières avec des piquants, et quand ils bouffent des limaces et n'importe quoi, leurs jabots, ils ne craignent pas du tout le fait qu'on y mette de la bouffe dedans. C'est pas ça la torture du canard gras aujourd'hui. Si on doit s'élever contre de la maltraitance animale pour le foie gras et le magret, ce contre quoi on doit s'élever, c'est le confinement de ces animaux. C'est le fait de les mettre dans des cages, de les empêcher de bouger et de leur empêcher l'accès à l'eau. C'est ça le problème. En fait, leur problème, c'est ça la maltraitance animale. C'est pas le gavage en soi. Même si ça nous paraît à nous complètement fou de mettre un tube dans le jabot d'un animal et d'y mettre du maïs dedans, eux ils s'en foutent complètement. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est la façon dont on les a élevés depuis leur naissance jusqu'à ce moment-là et comment on les maintient et on les confine à ce moment-là. C'est ça la maltraitance. C'est pire que, évidemment, la poule pondeuse en cage. Vous voyez ? Mais est-ce qu'aujourd'hui le luxe est devenu finalement le meilleur modèle économique pour les petits producteurs ? Est-ce qu'il vaut mieux vendre un bon produit très cher qu'un produit bas de gamme pas cher ? C'est une sortie de secours pour certains, mais c'est sûrement pas un système. C'est-à-dire que je comprends bien et je vois bien que la plupart de ceux qui sont restés dans une échelle à peu près humaine et qui se destinent à des marchés de niche sur du luxe, comme ça, vivent mieux, tant mieux, mais ça ne solutionne absolument pas le problème. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on mange à l'hôpital, qu'est-ce qu'on mange à la cantine, qu'est-ce qu'on mange dans les entreprises quand on est au resto d'entreprise. C'est ça le problème. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut le traiter, même si ces niches-là sont intéressantes parce qu'elles peuvent servir d'inspiration ou peut-être de modèle à un moment donné pour certaines activités, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est comment je fais manger du bon pain à tous les écoliers de la région parisienne, par exemple. Ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'il me faut comme blé pour faire ça ? Qu'est-ce qu'il faut comme mouture pour avoir la bonne farine pour faire ça ? Qu'est-ce qu'il me faut comme panification pour avoir le bon pain issu de cette bonne farine ? Et qu'est-ce qu'il me faut comme système logistique et économique pour que ce pain-là soit accessible à tous, au bon prix et au bon moment, tout le temps ? Vous dites que dans les cantines et dans les EHPAD, au final, on mange pas si bien, quoi. Ah non, dans les cantines et les EHPAD, c'est là qu'on bouffe le moins bien. Enfin, c'est effrayant de penser que les catégories de population aujourd'hui qui ont le plus besoin de bien manger, ce sont les enfants en pleine croissance, ce sont les gens qui sont en difficulté de santé dans des établissements de soins, et ce sont les personnes âgées, parce que c'est à peu près le seul plaisir qui peut leur rester, d'accord ? Et ce sont les trois catégories de gens qui bouffent le plus mal aujourd'hui. Et c'est dramatique, quoi. Mais concrètement, en fait, un cantinier aujourd'hui, quel est son métier ? Le métier, alors je veux dire, un chef de cuisine d'une restauration collective aujourd'hui, il passe 70% de son temps ouvré sur les protocoles HACCP. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Ce sont les protocoles de sécurité alimentaire et d'entretien de la cuisine qui nécessitent un boulot constant, les relevés de température, la façon de stériliser les plans de travail et tout le bordel. Ils font plus de cuisine, ces gens-là. Tout le système industriel en amont fait en sorte que celui qui est censé être nourrir l'autre, c'est-à-dire le cuisinier, en fait, n'est plus à le faire. Tout ça, ça a été fait en amont. Et lui, ce qu'il faut qu'il pense, c'est à faire attention qu'il n'y ait aucun risque bactériologique connu sur sa démarche pour que tous les parapluies ouverts au-dessus de lui fonctionnent et que personne ne puisse aller en prison parce qu'il a foutu la chiasse au régiment, pour parler poliment. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on n'est plus, quand on est cuisinier en cuisine collective, on n'est plus le mec qui nourrit les autres, on est le mec qui fait attention qu'il n'y ait pas une merde à un moment donné, quoi. Et ça, c'est terrifiant. Enfin, c'est vraiment c'est catastrophique. Et pour le coup, le budget alloué à ces cantines... Il est dérisoire et en plus, non seulement il est dérisoire, mais en plus, la plupart de ce budget passe sur des sujets qui sont des sujets connexes, quoi. Voilà. Et c'est terrifiant. Enfin, si on avait un flux de bons produits suffisant, on pourrait se passer de tout ça. Ceci dit, pour rester quand même réaliste, tout ce dont je parle là, y compris le système HACCP, c'est inscrit dans notre calcul de la croissance. Toutes les machines qu'on invente, les trucs pour mesurer, tous ces protocoles-là, ça fait partie de la croissance. Mais quand vous prenez un platane avec votre bagnole, ça fait partie de la croissance aussi. C'est-à-dire que quand vous mourrez dans un accident de voiture, c'est comptabilisé dans la croissance, puisqu'il va falloir faire une autre bagnole, il va falloir vous soigner, ça va rapporter du pognon, et voilà, quoi. Donc c'est peut-être notre façon d'envisager la croissance qu'il faudrait qu'on regarde aussi. Mais on parle de quoi, grosso modo, comme budget par exemple, dans une cantine scolaire Moi, je vois de tout, mais là, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai eu sous les yeux le prix journalier, enfin le coût journalier d'un interne en termes alimentaires, hein, d'une interne, puisque c'est une école de filles, c'est par exemple la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, 1,70 € par personne. C'est ridicule. Ça vous dit quelque chose ? 1,70 €. Voilà. Donc, manger toute la journée avec 1,70 € pour voir. Comment c'est possible, quoi ? Comment est-ce possible qu'on ait oublié tous collectivement la valeur qu'il y avait dans notre alimentation au point qu'on accorde une partie aussi faible, quoi, de notre pouvoir d'achat à ce qu'on mange. Mais c'est pas seulement valable dans la cuisine collective, hein, c'est aussi valable pour nous tous. On a perdu complètement le sens de la valeur de ce qu'on mange. Si vous regardez un petit peu la part de pouvoir d'achat qui était consacrée à l'alimentaire avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était aux alentours de... En gros, c'était entre 38 et 42% du pouvoir d'achat, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on est à 12%. 12% de notre pouvoir d'achat sert à nous alimenter. C'est que dalle. On dépense beaucoup plus d'argent pour être connecté, pour avoir la téloche, le satellite, pour avoir le téléphone portable avec le smartphone, avec tout ça. Enfin, on dépense beaucoup plus d'argent sur les loyers, notamment. L'habitat est devenu beaucoup plus cher. Sur la mobilité aussi, et notamment en région, où il faut la bagnole, 2 bagnoles, 3 bagnoles par foyer. Et du coup, on oublie complètement que l'essentiel de ce qui nous tient en vie, c'est-à-dire ce que nous mangeons, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que ce que nous mangeons n'est pas un carburant. Ce que nous mangeons nous constitue, ça nous fabrique tous les jours. La minéralité d'une farine, elle va au cœur de nos cellules et elle nous fabrique. Les lactoferments d'un bon yaourt, ils vont directement s'ajouter à notre microbiote. Ce que nous mangeons, c'est un peu du vivant du monde qui vient s'ajouter à notre vivant à nous. C'est pour ça que je me suis permis de vous porter ce bouquin-là en premier, si ça intéresse quelques-uns d'entre vous. Ça s'appelle « Jamais seul ». Ça a été écrit très récemment par Marc-André Sellos, qui est un professeur du Muséum d'histoire naturelle, qui est un spécialiste de la microvie, des microbes.
Jamais seul, ça veut dire qu'en fait, on est tous interdépendants, et du végétal, et de l'animal, et de la microvie, c'est-à-dire des microbes. Vous savez peut-être que vous avez en vous plus de bactéries que de cellules. Et nous ne pourrions pas exister sans ces populations de bactéries, qui s'appellent notre microbiote. Ce microbiote s'enrichit en permanence de tout ce que nous lui amenons. Donc ce que nous mangeons nous constitue. Donc ce bouquin-là, il sert à comprendre ça. Et moi, il m'a vraiment servi beaucoup. Après, je vous ai amené un autre bouquin qui s'appelle « À la recherche du pain vivant ». Ça, c'est mon vieux copain Roland Feuillat, qui est semencier, meunier, boulanger à Cucugnan, dans l'Aude, et qui est sans doute un des pionniers du pain vivant de notre époque, et qui essaye de transmettre à la plupart des gens, en gros, ce que devrait être le pain. Depuis le début, c'est-à-dire depuis le néolithique, comment on a fait en sorte que ces graines, qui ne sont pas consommables pour nous en tant que telles, deviennent l'essentiel de notre alimentation pendant des millénaires. Et c'est très intéressant parce que c'est en fait un recueil de conversations avec Jean-Philippe de Tonac. Et on fait le tour du sujet. Et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le pain, vous allez le retrouver là-dedans, évidemment beaucoup plus détaillé, et surtout avec des références et des bibliographies. Et puis je vous ai amené aussi un troisième petit truc, parce qu'il faut quand même parler d'aujourd'hui, de là où on est. C'est Emmanuel Delannoy, c'est à la fois un sociologue et un économiste. Il a écrit ce petit livre qui s'appelle « La permaéconomie ». Vous avez entendu parler sans doute de la permaculture, j'imagine. Eh bien, la permaéconomie, c'est une vision de l'économie humaine à travers le prisme de l'idée de la permaculture. En fait, c'est ce que pourrait être une fertilité de l'économie. Voilà. Et c'est très intéressant parce que ça remet les idées en place, et justement sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette espèce de côté inéluctable du système industriel et du système financier d'aujourd'hui. Ben non, finalement, on n'est peut-être pas si prisonnier que ça. Et si on multiplie les interactions, et toujours pareil, avec les azimuts bien clairs et les façons de mesurer si on y va ou pas, eh ben, il est possible qu'on puisse s'en sortir par le haut. Je dis il est possible. Je ne dis pas qu'il est certain. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations et tous ces sentiments partagés. Si vous avez des questions, il y a un micro qui est disponible. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Vous avez donc tout compris. Ah. Il est là le micro. Alors, vu que les sols sont morts, qu'il y a un élevage intensif qu'on tue pour manger, on mange quoi de bon ce soir ? Où va-t-on acheter tout ça ? Au gag. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de projeter notre vie de tous les jours à travers ce qu'on est en train de dire là. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. On peut commencer. Vous savez, tous les escaliers ont une première marche. On n'est pas obligé de viser la dernière tout de suite. De fait, un jour, j'espère, on aura un système alimentaire satisfaisant, on va dire. En attendant, c'est pas si difficile que ça de prendre un sujet puis l'autre et de regarder et de creuser un peu. En plus, ça fait du bien parce qu'on se cultive en faisant ça. Donc, par exemple, vous pouvez décider que, je sais pas si vous mangez du poulet, par exemple. Peut-être vous mangez du poulet de temps en temps, ou de la volaille, de la pintade, des canetons, des choses comme ça. Ben, peut-être c'est intéressant, la prochaine fois que vous voulez manger du poulet, de voir qu'est-ce qu'on vous propose comme poulet et où. Et qu'est-ce qu'on vous raconte dessus. Il y a un jeu pour ça, qu'un copain à moi a inventé. Alors c'est un copain restaurateur qui est à Toulouse, hein, il s'appelle Denis Mélier. Et il a inventé un jeu qui s'appelle le coq à deux culs. Pourquoi ça s'appelle le coq à deux culs ? Parce que c'est un acronyme en fait. C'est C-O-Q-Q.
Donc c'est le coq à deux culs. Ça veut dire comment, où, qui, quoi. Quand vous vous posez ces 4 questions à propos d'un produit et que déjà le marchand qui est en train de vous le vendre sait y répondre, c'est plutôt bon signe. D'accord ? C'est plutôt bon signe. Et si en plus il vous fait des réponses satisfaisantes, alors là c'est le top, quoi. Mais déjà le fait que vous, en consommant, parce que notre seul bulletin de vote pour le système alimentaire, c'est la carte bleue, hein, faut pas oublier. C'est celui-là. C'est avec ça qu'on vote tous les jours. Et donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que sur le bulletin de vote, il n'y a rien marqué du tout. Et donc on vote, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc si on commençait tous à se dire, tiens, on va jouer au coq à deux culs de temps en temps, hein, on ne va pas en faire une religion non plus, parce que sinon on devient fou. Mais si par exemple sur le sujet poulet, ou sur le sujet œuf, ou sur le sujet bœuf, ou sur le sujet légumes, à un moment donné, on joue au coq à deux culs, et bien petit à petit, on va commencer à impacter le système qui distribue. Parce que, à un moment donné, ce système-là, qui est un système marchand, il a besoin quand même d'être conforté par ses clients. Et quand même, c'est la prescription qui fait l'offre, finalement. Donc il faut commencer par un bout. Donc jouons au coq à deux culs. Et sinon, pour le bio, alors le bio, alors c'est une mode ou alors... Non, c'est pas une mode du tout. Alors on va faire un petit... Parce que dans le bio, il y a quand même on va faire un petit historique, hein, si vous voulez, parce que il faut rendre au bio ce qui lui appartient. L'agriculture biologique a un énorme mérite, c'est que, en fait, à partir des années 60, il y a un groupe de gens qui ont vu la dérive totale du système alimentaire et donc du système agricole, et qui se sont portés en contre en disant on veut pas ça, on veut plus ça, on veut pas toute cette chimie, on veut pas cette artificialisation de la production, on le veut pas. Et donc ils ont mis en place quelque chose, alors ça a pris du temps, hein, qu'on a appelé l'agriculture biologique et qui a un label pour ça, avec un cahier des charges. Et ce label et ce cahier des charges, il a les avantages et les inconvénients de ce qu'il est. Les avantages, c'est quoi ? C'est qu'il garantit qu'on ne va pas se servir d'un certain nombre de produits, d'accord ? Ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne va pas plus loin. Or, aujourd'hui, autant en maraîchage, par exemple, pour produire des légumes, c'est très facile d'être en bio sur un sol vivant. En revanche, pour tout ce qui concerne les grandes cultures, et notamment les céréales, c'est très compliqué, parce que si on n'utilise pas de chimie, on est obligé de labourer très fort, et donc on détruit le sol. Et donc c'est pas parce que c'est bio qu'on est sur un sol vivant. Vous comprenez ? Oui, d'accord, mais le terrain, par exemple, de l'agriculteur à côté de celui du bio fait du pesticide. Comment l'agriculteur bio s'en sort, puisqu'il aura forcément les pesticides du voisin. Bien sûr, mais vous savez bien que, de toute façon, dans le cahier des charges bio, il y a l'acceptation de traces. Et forcément, parce que la mesure qu'on est en train de faire, elle est quasi illimitée. On trouvera toujours une trace de quelque chose du monde dans un produit du monde, même à un niveau infinitésimal. En fait, tout ça... Là encore, hein, c'est difficile à appréhender comme ça très frontalement. Mais ce dont nous parlons, c'est de la nécessité de changer de paradigme sur l'entièreté de la production agricole. Et c'est ça qu'il faut provoquer, c'est ça qu'il faut construire. On n'a pas énormément de temps pour le faire parce que tout va très très vite, mais c'est quand même là-dessus qu'il faut que tous on soit actifs et revendicatifs. Et c'est vrai que tant que le mec qui est en bio, il aura un voisin qui balancera n'importe quelle merde avant-portant comme aujourd'hui, il aura des traces de ses produits dans sa production. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que le cahier des charges de la bio lui-même ne garantit pas en tant que tel qu'on sera sur un sol fertile. C'est ça mon problème avec la bio. Et surtout pour les grandes cultures. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la nécessité de privilégier d'abord la vie du sol.
Et c'est la vie du sol qui va nous sortir du merdier, et y compris de la dépendance aux béquilles chimiques. Parce que le sol, comme nous, c'est le plus grand chimiste du monde. Il est bien plus fort comme chimiste, un sol vivant, que Monsanto, Bayer, Dupont de Nemours réunis. Le sol, quand il est vivant, il est capable de dégrader n'importe quelle molécule, de la couper en morceaux et de filer ce qu'il faut à qui il faut. C'est son boulot, à condition qu'il soit vivant. Et c'est d'ailleurs là-dessus que des boîtes comme Monsanto ont pu faire homologuer des produits comme le glyphosate, parce que de fait, sur un sol vivant, le glyphosate, il ne fait pas plus de 48 heures. Après, il est démembré, on n'en trouve plus trace. Et le dicamba? Et le dicamba, c'est un organochloré, c'est exactement pareil. Sur un sol vivant, on s'en fout en fait, au fond, puisqu'il va être complètement démembré et qu'à terme, on n'en aura plus besoin. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se sert de ces produits-là qui sont extrêmement toxiques parce qu'ils sont utilisés sur des sols morts et que donc ils sont lessivés par les pluies jusqu'au ruisseau et qu'on en retrouve et dans les produits, et dans les nappes phréatiques, et dans les cours d'eau. C'est ça notre problème avec ces produits-là. Si on était sur des sols vivants, poreux, qui infiltrent et qui filtrent l'eau et qui font leur boulot de chimistes, on n'aurait même pas à se poser la question. Idem pour les poissons dans Même la mer, chose. le mercure, Mais oui, mais s'il n'y avait que ça. le plastique. Mais bon, aujourd'hui, vous savez qu'on est à un point où on va avoir en masse presque plus de matière plastique dans les océans que de poissons vivants. On en est là. Donc déjà, on pourrait commencer à penser là-dessus, d'accord, avant de penser, enfin avant ou en même temps qu'on pense au mercure et aux autres pollutions, si vous voulez. Pour les saumons surtout. Non, mais les saumons, L'élevage du saumon. les thons, enfin, tous les poissons qui sont en haut de la chaîne trophique, si vous voulez, ben, ils cumulent toutes les tares depuis le début, puisque c'est une concentration trophique, justement, hein, qui va jusqu'au bout du truc. Et nous sommes la concentration majeure, puisque nous sommes le prédateur ultime de ces poissons-là. C'est nous qui mangeons ça à la fin. Donc, de fait, toutes les chaînes trophiques, mais y compris dans un champ, hein, elles commencent dans le sol ou dans l'océan. Et c'est là qu'il faut qu'on ait de la biodiversité et de la chimie, mais de la chimie naturelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un sol vivant qui fasse son boulot. Et pour revitaliser les sols, du coup. Exactement. Comment vous faites? Alors, quand on est sur des petites surfaces, par exemple pour le maraîchage, c'est relativement facile. Il suffit d'ajouter des matières carbonées, donc de la paille, du BRF, du bois à broyer. On le fait une fois massivement et après on laisse faire, on laisse la vie revenir et ça va très très vite. Mais ça, c'est pour des petites surfaces. C'est pour faire du légume, par exemple, en maraîchage. Le problème, c'est quand on a 500 hectares de blé, par exemple, il faudrait pouvoir amener 400 tonnes de matière organique à l'hectare. Où est-ce qu'on va aller les chercher? C'est exactement le même problème que quand on fait du poisson d'élevage. Pour faire 1 kilo de poisson d'élevage, il faut 7 kilos de poisson sauvage. Ce n'est pas une solution. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Et donc, pareil, pour revitaliser les sols, il faut absolument que ce sol ait sa ration. Un sol, c'est un ventre. C'est pas moi qui le dis, c'était Darwin qui le disait. Et même avant lui, je ne sais plus quel philosophe grec, peut-être Aristote d'ailleurs, disait que le sol, c'était l'intestin du monde. C'est-à-dire, c'est ce qui prend et qui se nourrit de tout ce qui pousse dessus. Et qui nourrit en même temps ses locataires. Et oui, et donc il ne faut pas oublier la ration du sol. Quand vous faites des moissons sur des blés modernes qui font très peu de paille parce qu'on les a sélectionnés pour qu'ils ne soient pas vulnérables aux aléas du vent, des orages et tout ça, vous enlevez tout, vous ne laissez rien, et après vous retournez, vous déchaumez, vous ne laissez même pas les systèmes racinaires, le sol n'a pas sa ration. Or le sol, c'est le gîte et le couvert. Donc non seulement vous bousillez la maison, mais en plus vous videz le garde-manger. Le sol, c'est vivant. Il faut que ça bouffe. Un ver de terre, il faut qu'il ait du frais. C'est pour ça que, par exemple, le compost, dont on parle beaucoup, ça peut être une solution pour traiter nos déchets organiques, mais c'est sûrement pas une solution pour amender les sols. Les sols, ils ont besoin de frais. Le ver de terre, il mange des feuilles. Il ne mange pas du caca.
Il mange le sien, par contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il lui faut du frais. Il lui faut de la feuille, il lui faut de la paille, le ver de terre, c'est ça qu'il veut. Et Mais aujourd'hui, ils tuent les sols exprès pour pouvoir faire des constructions d'immeubles, de parkings, de alors centres ça, c'est commerciaux. l'urbanisation, c'est Et encore autre l'urbanisation chose. tue, donc Ouais, jamais on pourra revenir en arrière pour moi. C'est impossible. Ben, ça dépend, regardez, Les lobbies, il y a déjà des les endroits politiques. du monde où ça arrive. Il faut pas dire jamais, je crois. Je pense qu'on est dans une situation où on a une bascule souhaitable et la façon dont nous tous collectivement nous allons prendre conscience de ça et agir dessus va définir en fait l'objectif c'est quoi. Qu'est-ce que nous voulons nous Homo sapiens? Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, c'est un de nos cousins, il a vécu 300 000 ans sur Terre. 300 000 ans quand même. D'accord? Avant qu'on le bousille. C'est nous qui l'avons flingué. Hein. Nous, sapiens. Nous, on a quel âge? On a 250 000 ans. Eh bien, est-ce qu'on pourrait dire que notre but collectif, ça serait d'égaler le record de longévité de Néandertal? On peut dire ça. C'est un but avouable. Hein? Ça veut dire qu'on a 50 000 ans à tirer, là. Et comme il faut. Eh ben, il faut s'y mettre, quoi. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on a d'autres C'est beau, le questions? rêve. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Monsieur Daguin avant qu'on termine? Ouais, parce qu'il fait chaud. Vous avez la bouteille là. Plus de questions? Une recette. Une petite recette? Ben, je ne vais pas vous donner une recette, mais je vais vous donner un truc. Enfin, une technique, enfin, une façon d'aborder les choses. Je suis sûr que vous mangez tous des légumes. Et je vais vous proposer quelque chose. C'est que dorénavant, de temps en temps, vous allez essayer de cuire vos légumes sans eau, sans gras, avec juste de la chaleur. Juste pour voir ce que ça donne. Par exemple, vous allez prendre une plaque, vous allez y allonger des poireaux, côte à côte, bien serrés, sur une seule couche. Et vous allez rôtir ça à sec, sans gras du tout, dans votre four à 180 degrés pendant 45 minutes, pour peu qu'il soit un peu gros. 180? Ouais, à peu près. 180, c'est une température sur laquelle on ne se trompe pas en rôtissant. C'est la température safe. Vous faites ça, vous enlevez la première peau du poireau qui est bien cramée, et vous mangez ce qu'il y a dessous, et vous m'appellerez pour me remercier. D'accord. Voilà. Avec tous les légumes, c'est possible. Ouais. Pommes de terre, tout. Ouais. Sinon moi essayer. j'avais vu un truc sympa aussi, c'était le champignon de Paris à l'envers. Ça c'est pas mal. Oui, ça c'est une façon de comprendre comment sont foutus nos produits. C'est la tête d'un champignon qu'on met sur une poêle chaude en la tournant face à l'air, c'est-à-dire la tête en bas, d'accord? Et on fait à sec aussi, hein, sans gras du tout, on fait toaster ce champignon sur une poêle très chaude et on voit l'eau du champignon qui monte à l'intérieur du champignon. Et quand il est plein d'eau, on boit cette eau, c'est absolument merveilleux, et ensuite on mange le champignon. Zéro sel, zéro poivre, juste refaire connaissance avec le produit. C'est pas la peine de commencer à mettre des épices et des aromates sur des trucs qu'on ne connaît pas. Tant que vous n'avez pas mangé un produit qui vous a tout raconté, c'est pas la peine d'aller l'assaisonner comme... Pourquoi on assaisonne comme des malades? En général, c'est parce qu'on passe la moitié du temps à enlever du goût et des nutriments aux produits. Et qu'après, il faut les assaisonner pour qu'ils en reprennent un peu. Ça, c'est la cuisine d'aujourd'hui. C'est triste, mais c'est comme ça. On passe la moitié du temps à enlever des nutriments et après, on refout des trucs pour que ça goûte à quelque chose. Essayez de redécouvrir une carotte rôtie avec sa peau. Alors, il faut qu'elle soit bio, hein, parce que sinon, si elle a été traitée à un produit de conservation, c'est évident que ça sera sur la peau que ça va être, mais quand vous pelez une carotte, vous enlevez déjà 80% de ses nutriments. Parce que 80% de ces micronutriments sont dans les 3 premiers millimètres à partir de la surface. Donc ne pelez plus les carottes, brossez-les gentiment, mettez-les à rôtir à sec, goûtez-les comme ça, froides, chaudes, faites-en des purées après, des soupes si vous voulez, où là vous pourrez rajouter de l'eau, mais vous aurez déjà concentré votre carotte. Vous allez voir qu'il y a dans ces produits suffisamment et de sel minéraux et de goût
si vous le conservez. Alors c'est marrant ce que vous dites parce que c'est vrai que dans le four comme ça, j'ai l'habitude de faire les pommes de terre douces, les patates douces. Ben voilà. Alors je la mets directement dans le four et c'est super bon. Ben oui, Elle mais ça marche caramélise. avec tout. Ça marche avec tout. Cet hiver, vous ferez des céleris raves comme ça, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que c'est un boulot de feignant. Parce que vous faites rien. Vous prenez un céleri rave que vous avez acheté au marché, vous y touchez pas, vous le coupez en deux, vous le mettez à rôtir comme ça avec la terre et tout, c'est pas le problème. Une fois qu'il est fini d'être rôti, vous le parez. Avec les parures, vous ferez un bouillon. Vous mangez ce qu'il y avait dedans, et le bouillon aussi, des parures et des peaux un peu cramées, sera merveilleux aussi. Vous avez du plus partout. Et s'il y avait un peu de terre ou un peu de sable, c'est pas bien grave, parce que quand vous faites un bouillon avec ça, tout ce qui est terre ou sable, ça reste en bas de la gamelle, il suffit de pas le verser, c'est tout.